Oncle, je sais comment guérir votre fils, dit un garçon autiste au millionnaire. Philippe Mercier regardait, impuissant, son fils de 9 ans dépérir dans le lit de l'hôpital le plus cher de Paris. Cela faisait 3 semaines que Thomas ne gardait les yeux ouverts plus de quelques minutes, tandis que les meilleurs spécialistes du pays semblaient de plus en plus désemparés face à la maladie mystérieuse qui consumait l'enfant. C'est alors qu'il sentit une légère pression sur son bras. En se retournant, il découvrit un garçon maigrichon d'environ 12 ans, aux cheveux blonds ébouriffés et aux yeux bleus qui évitaient tout contact direct avec les siens. Le garçon portait une blouse bleu clair bien trop grande pour lui, avec des taches de peinture colorées sur les manches. « Vous êtes le père du garçon de la chambre 507, c'est ça ?» demanda-t-il, se balançant légèrement d'avant en arrière. Philippe fronça les sourcils, prêt à appeler la sécurité. Comment ce garçon était-il entré ici? C'était l'étage premium de l'hôpital américain, théoriquement réservé aux accès contrôlés. « Oncle, je sais comment guérir votre fils, » dit le garçon avant que Philippe ne puisse répondre. « Qui êtes-vous? Comment êtes-vous entré ici ?» répliqua Philippe entre irritation et méfiance. « Je m'appelle Hugo. Ma mère travaille ici, au ménage. Je l'accompagne parfois quand personne ne peut me garder à la maison, » expliqua-t-il, toujours sans regarder Philippe directement. « Votre fils a cette maladie rare que les médecins n'arrivent pas à diagnostiquer. J'ai vu son dossier quand j'attendais que ma mère finisse de nettoyer le poste infirmier. Vous avez lu le dossier de mon fils? C'est une violation de la vie privée, » s'emporta Philippe. « Où est votre mère? Elle va être renvoyée pour vous avoir laissé fouiller dans des documents confidentiels. » L'homme d'affaires se leva brusquement, faisant reculer le garçon de quelques pas. Philippe allait appuyer sur le bouton pour appeler l'infirmière quand il entendit quelque chose qui le paralysa. Un murmure rauque venant du lit. « Papa, laisse-le parler. » Philippe se tourna stupéfait vers son fils. Thomas avait ouvert les yeux et pour la première fois depuis des semaines, semblait parfaitement conscient. Sa main fragile se souleva légèrement du matelas, comme pour atteindre le visiteur inattendu. « Thomas ?» s'écria Philippe en se précipitant vers son fils, lui prenant la main avec précaution. « Tu m'entends, mon garçon ?» L'enfant hocha faiblement la tête, les yeux fixés sur l'inconnu près de la porte. « Il m'entend, » dit Hugo en s'approchant lentement du lit. « Je lui ai parlé hier soir, quand vous êtes parti prendre un café et que l'infirmière est allée voir un autre patient. Il n'a pas répondu, mais je sais qu'il m'a écouté. » Philippe regarda son fils, puis le garçon, partagé entre l'espoir et l'incrédulité. Homme d'affaires accompli dans l'immobilier, il était habitué à prendre des décisions rapides basées sur des faits concrets. Et le fait concret était que son fils venait de parler pour la première fois depuis des semaines, demandant d'écouter cet étrange garçon. « Vous dites savoir comment guérir mon fils. Comment est-ce possible? » Les meilleurs médecins du pays travaillent sur son cas. Hugo s'approcha encore, arrivant près du lit. Toujours sans contact visuel, il se mit à agiter légèrement les mains. « J'aime lire des choses sur la médecine. J'ai une mémoire photographique. Je me souviens de tout ce que je lis. Quand ma mère nettoie la bibliothèque de l'hôpital ou la salle des médecins, je lis les livres et les articles que je trouve, » dit-il rapidement, les mots jaillissant en cascade. « J'ai vu le cas de votre fils et je me suis souvenu d'un article scientifique que j'ai lu il y a 2 mois sur une maladie similaire. Les symptômes sont presque identiques. »« Quel article? Quelle maladie ?» interrogea Philippe, essayant de ne pas se laisser emporter par un espoir prématuré. « C'est une variante rare du syndrome de Guillain-Barré, mais qui s'attaque principalement au système nerveux central plutôt qu'au périphérique. » L'article a été publié par un médecin japonais dans le Journal international des troubles rares il y a 8 mois. Ce n'est pas encore très connu. Hugo parlait maintenant en regardant le sol, ses mains agitées faisant de petits mouvements circulaires. Le traitement conventionnel pour le syndrome de Guillain-Barré pourrait aggraver cette variante. Si c'est bien ça, les médecins font tout faux. Philippe sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il avait autorisé un traitement expérimental avec des immunoglobulines intraveineuses la semaine précédente, après que les médecins eurent suggéré qu'il pourrait s'agir d'une forme atypique du syndrome de Guillain-Barré. Et depuis, Thomas avait considérablement empiré. « Comment sais-tu tout ça ?» demanda Philippe, sa voix maintenant plus douce, presque suppliante. « Je le sais, c'est tout. » Hugo haussa les épaules. « J'ai un trouble du spectre de l'autisme. Ma mère dit que ça me fait voir des schémas que les autres ne voient pas. »
À ce moment, la porte de la chambre s'ouvrit et une femme en uniforme bleu apparut, son visage marqué par l'inquiétude. « Hugo, je t'ai cherché partout dans l'hôpital. » Elle entra précipitamment, puis remarqua Philippe et pâlit. « Monsieur Mercier, je suis désolé. Mon fils ne devrait pas être ici. Je vous jure qu'il était dans la salle de repos quand j'ai commencé à nettoyer cet étage. »« Vous êtes la mère de ce garçon ?» demanda Philippe, d'une voix maîtrisée mais ferme. « Oui, monsieur. Je suis Nathalie de l'équipe de nettoyage de nuit. S'il vous plaît, ne signalez pas ça à la supervision. J'ai vraiment besoin de ce travail et votre fils vient de dire qu'il sait ce qu'a mon fils. » l'interrompit Philippe, et que le traitement actuel pourrait aggraver son état. Nathalie regarda son fils effrayée. « Hugo, qu'est-ce que tu as raconté? On a déjà parlé de ton habitude à inventer des choses et... »« Je n'invente rien, maman !» protesta le garçon, maintenant visiblement anxieux. « C'est cette maladie dont parlait l'article du docteur Suzuki que j'ai lu quand tu nettoyais la bibliothèque. Tu te souviens que je t'en ai parlé? C'est une variante du syndrome de Guillain-Barré qui touche les enfants, surtout après des infections intestinales. » Nathalie se passa la main sur le visage, visiblement gênée. « Monsieur Mercier, je suis désolé. Mon fils est autiste et a une fixation pour les sujets médicaux. Il lit tout ce qu'il trouve sur les maladies rares, mais ça ne veut pas dire que... Votre fils Thomas a eu une forte infection intestinale 3 semaines avant les premiers. Symptômes neurologiques, n'est-ce pas ?» interrompit Hugo, regardant brièvement Philippe. L'homme d'affaires eut l'impression qu'on lui avait jeté un seau d'eau froide sur la tête. C'était vrai. Thomas était tombé malade après une sortie scolaire dans un parc aquatique. Les médecins avaient d'abord diagnostiqué une simple gastro-entérite. Mais 3 semaines plus tard, les premiers signes de faiblesse musculaire et de difficulté de coordination étaient apparus. « Comment sais-tu ça ?» demanda Philippe, stupéfait. « C'est écrit dans son dossier. Mais les médecins n'ont pas fait le lien parce qu'habituellement, l'intervalle entre l'infection gastro-intestinale et les symptômes neurologiques dans le syndrome de Guillain-Barré classique est d'1 à 3 semaines. Dans la variante que je pense qu'il a, cet intervalle peut aller jusqu'à 1 mois, et le traitement doit être complètement différent. » Une infirmière entra dans la chambre, interrompant la conversation. « Monsieur Mercier, tout va bien ?» demanda-t-elle, puis elle remarqua Nathalie et Hugo. « Que faites-vous ici? C'est une zone réservée. »« Ils sont là à ma demande, » répondit Philippe, surprenant tout le monde, y compris lui-même. Puis il se tourna vers l'infirmière. « S'il vous plaît, appelez le docteur Dubois immédiatement. Dites-lui que c'est urgent. » Après le départ de l'infirmière, Philippe fixa Hugo. « Je veux que tu me dises tout sur cette variante de la maladie et le bon traitement. Et ensuite, nous allons en parler avec le médecin responsable du cas. » Nathalie semblait sur le point de s'évanouir. « Monsieur Mercier, je ne veux pas créer de problème. Hugo s'emballe parfois avec ses théories et... »« Maman, ce n'est pas une théorie, » insista Hugo, marchant maintenant de long en large dans la chambre. « C'est l'article du docteur Suzuki. Tu te souviens que je l'ai mémorisé? Variante neuronale axiale du syndrome de Guillain-Barré chez les patients pédiatriques, après une infection entérique à Campylobacter jejuni. Une étude de 5 cas. Le traitement par immunoglobuline intraveineuse est contre-indiqué dans cette variante, car il peut provoquer une réaction inflammatoire exacerbée dans le système nerveux central. » Philippe regarda son fils dans le lit d'hôpital. Thomas avait les yeux ouverts, fixés sur Hugo comme s'il comprenait chaque mot que le garçon disait. « À quelle heure finit votre service, Madame Nathalie ?» demanda Philippe, son esprit d'homme d'affaires élaborant déjà un plan. « À 7 heures du matin, monsieur, » répondit-elle perplexe. « Parfait. Vous et votre fils n'irez nulle part avant que nous ayons parlé au médecin, » déclara Philippe, son ton ne laissant aucune place à la discussion. Puis il regarda Hugo. « Si tu as raison à ce sujet, mon garçon, je... » Il s'arrêta, ne sachant comment terminer sa phrase. Que pouvait-il offrir? L'argent semblait inapproprié. Comment remercie-t-on quelqu'un qui pourrait potentiellement sauver la vie de son enfant? À ce moment-là, le docteur Dubois entra dans la chambre, l'air irrité d'avoir été appelé en urgence. « Monsieur Mercier, l'infirmière a dit que c'était une urgence. Que se passe-t-il » Philippe prit une profonde inspiration, regardant Hugo puis Nathalie et enfin Thomas, qui continuait à suivre tout cela les yeux grands ouverts. « Docteur, je pense que nous devons revoir complètement le diagnostic et le traitement de mon fils. Et ce garçon va nous expliquer pourquoi.
Chers auditeurs, si vous aimez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup à démarrer. Maintenant, continuons. Le docteur Dubois regarda Hugo avec un mélange de confusion et d'irritation. « Monsieur Mercier, je ne comprends pas. Qui est ce garçon ?»« C'est Hugo, le fils de Madame Nathalie de l'équipe de nettoyage, » expliqua Philippe, gardant son calme. « Et il vient de présenter une théorie sur l'état de mon fils qui a plus de sens que tout ce que j'ai entendu ces dernières semaines. » Le médecin ajusta ses lunettes, visiblement mal à l'aise. « Avec tout le respect, monsieur Mercier, je ne pense pas qu'il soit approprié de discuter du cas clinique de votre fils en présence de... » Il hésita, regardant Nathalie et Hugo. « De personnes non autorisées. Mon fils est en train de mourir, docteur. » La voix de Philippe s'éleva plus qu'il ne l'aurait voulu. « S'il existe la moindre possibilité que nous suivions la mauvaise voie, je veux explorer toutes les alternatives. S'il vous plaît, écoutez simplement ce que ce garçon a à dire. » Le docteur Dubois soupira, résigné. « Très bien, mais je tiens à préciser que cela est très irrégulier. » Hugo fit un pas en avant, se balançant maintenant plus visiblement, un comportement que Philippe reconnut comme un signe d'anxiété. « Docteur, le patient Thomas Mercier présente des symptômes compatibles avec la variante neuronale axiale du syndrome de Guillain-Barré documenté par le docteur Takeshi Suzuki dans une étude sur 5 patients pédiatriques au Japon, commença Hugo, sa voix monocorde mais précise. Les marqueurs cliniques incluent un début tardif des symptômes neurologiques après une infection entérique, environ 4 semaines au lieu des 1 à 3 semaines traditionnelles, une progression rapide de la faiblesse musculaire ascendante vers une atteinte du système nerveux central, avec des périodes de conscience alternées avec une léthargie profonde. Le médecin fronça les sourcils, clairement surpris par l'articulation et les connaissances techniques du garçon. « Je connais le syndrome de Guillain-Barré, jeune homme, mais pas cette prétendue variante que vous mentionnez. Et nous avons déjà considéré et écarté le Guillain-Barré comme diagnostic. L'étude a été publiée il y a seulement 8 mois dans le Journal international des troubles rares, volume 47, numéro 3, page 428-441, poursuivi Hugo imperturbable. La variante est extrêmement rare, avec seulement 5 cas documentés jusqu'à la publication de l'article. Surtout, le traitement conventionnel par immunoglobuline intraveineuse était contre-indiqué dans tous les cas, car il provoquait une réaction inflammatoire exacerbée dans le système nerveux central des patients. Le docteur Dubois semblait déconcerté. « Comment savez-vous tout cela ?» demanda-t-il, le scepticisme laissant place à la curiosité. « J'ai une mémoire photographique », répondit Hugo simplement. « J'ai lu l'article il y a 2 mois dans la bibliothèque de l'hôpital et j'ai mémorisé chaque mot. Je peux réciter le résumé complet si vous voulez. »« C'est impressionnant », admit le médecin avant de se tourner vers Philippe. « Mais, monsieur Mercier, même si une telle variante existe, nous ne pouvons pas baser notre approche thérapeutique sur des informations non vérifiées fournies par... » « Thomas a montré une amélioration aujourd'hui, » interrompit Philippe. « Il a parlé pour la première fois depuis des semaines. Et c'était pour demander que nous écoutions. Ce garçon, cela doit signifier quelque chose, ne pensez-vous pas ?» Le médecin regarda Thomas qui restait éveillé, ses yeux maintenant fixés sur son père. « Il est vrai qu'il a montré une amélioration inattendue de sa conscience, » concéda le docteur Dubois. « Mais cela pourrait n'être qu'une fluctuation normale dans l'évolution de la maladie, pas nécessairement... » « Docteur, je vous demande de vérifier cette information, » insista Philippe, sa voix ferme mais maîtrisée. « Si cet article existe, si cette variante est réelle, et si le traitement que nous faisons pourrait nuire à mon fils plutôt que l'aider, nous devons le savoir maintenant. » Le médecin hésita, regardant Hugo avec un mélange de méfiance et de respect réticent. « Très bien, » accepta-t-il finalement. « Je vérifierai l'existence de cet article et s'il est localisé, nous étudierons les implications pour le cas de Thomas. Mais je dois souligner que nous ne pouvons pas modifier le protocole de traitement basé uniquement sur l'intuition d'un garçon, aussi articulé soit-il. »« Ce n'est pas une intuition, » protesta Hugo maintenant visiblement agité. Les biomarqueurs spécifiques à cette variante incluent des niveaux élevés d'anticorps anti-GQ1B associés à des marqueurs inflammatoires atypiques dans le liquide céphalo-rachidien. Vous avez fait la ponction lombaire, mais vous n'avez pas testé spécifiquement ces anticorps parce que vous ne saviez pas quoi chercher. Le docteur Dubois fixa Hugo en silence pendant quelques secondes. Vous avez raison.
Nous n'avons pas testé les anticorps anti-GQ1B, admit-il enfin. C'est un test spécifique que nous réalisons généralement seulement en cas de suspicion du syndrome de Miller-Fisher, une variante connue du syndrome de Guillain-Barré. Mais le liquide de la ponction lombaire est toujours au laboratoire? Demanda Philippe, sentant une étincelle d'espoir. « Nous conservons les échantillons pendant 30 jours, confirma le médecin. Alors, s'il vous plaît, demandez ces tests spécifiques, supplia Philippe, et suspendez temporairement le traitement par immunoglobuline jusqu'à ce que nous ayons des résultats concrets. Le docteur Dubois semblait mal à l'aise avec cette suggestion. Monsieur Mercier, interrompre un traitement en cours sans raison cliniquement validée est contraire au protocole. Je ne peux pas. La vie de mon fils est en jeu, docteur. La voix de Philippe trembla légèrement, chose rare pour un homme connu pour son calme inébranlable dans les milieux d'affaires. Si ce garçon a raison, chaque dose d'immunoglobuline pourrait rapprocher Thomas d'une issue que je ne veux même pas envisager. Un silence tendu envahit la chambre. Le médecin regarda Thomas, puis Hugo, et enfin Philippe. « Je vais consulter le reste de l'équipe, » concéda-t-il finalement, « et je vérifierai personnellement l'existence de cet article. Mais je ne peux pas promettre de modification du traitement sans preuves concrètes. C'est tout ce que je demande, docteur. Des preuves concrètes, » répondit Philippe, tendant la main au médecin. Après le départ du docteur Dubois, Philippe se tourna vers Nathalie. « Votre service se termine à 7 heures, n'est-ce pas? J'aimerais que vous et Hugo me retrouviez à la cafétéria après cela. Il faut qu'on parle. » Nathalie acquiesça nerveusement, visiblement encore inquiète des possibles conséquences de la situation. « Viens, Hugo, » l'appela-t-elle. « Il faut laisser Monsieur Mercier et son fils se reposer. » Hugo hésita, regardant Thomas. « Je peux revenir demain » demanda-t-il directement à Philippe. Avant que l'homme d'affaires ne puisse répondre, la voix faible de Thomas se fit entendre à nouveau. « S'il te plaît, papa, laisse-le revenir. » Philippe sentit ses yeux s'humidifier. 2 phrases en moins d'1 heure, après des semaines de silence. « Bien sûr que tu peux, Hugo, » répondit-il, la voix étranglée. « En fait, je compte là-dessus. » 3 heures plus tard, Philippe était assis à la cafétéria de l'hôpital, fixant une tasse de café intacte. Il n'avait pas dormi de la nuit, partagé entre la chambre de Thomas et la salle d'attente, où il passait des appels et cherchait frénétiquement sur sa tablette des informations sur cette variante du syndrome de Guillain-Barré. Il avait retrouvé l'article mentionné par Hugo. Il était bien réel. Le docteur Takeshi Suzuki, un neurologue respecté de Tokyo, avait effectivement documenté 5 cas d'une variante rare affectant principalement le système nerveux central chez les enfants. Et le plus terrifiant, dans tous les cas, le traitement par immunoglobuline avait provoqué une aggravation significative. Philippe se frotta les yeux fatigué. Comment une équipe entière de spécialistes avait-elle pu passer à côté de quelque chose d'aussi crucial, alors qu'un garçon autiste de 12 ans, fils de la femme de ménage, avait fait le lien? « Monsieur Mercier ?» Il leva les yeux et vit Nathalie et Hugo debout devant lui. La femme semblait avoir vieilli de plusieurs années en une nuit, son visage marqué par l'inquiétude. Hugo, quant à lui, paraissait plein d'énergie, se balançant légèrement d'avant en arrière, tout en serrant un cahier usé contre sa poitrine. « Asseyez-vous, je vous en prie », les invita Philippe, désignant les chaises vides. « Je voulais m'excuser à nouveau pour l'intrusion de Hugo dans la chambre de votre fils », commença Nathalie, tortillant nerveusement le tissu de son sac usé. « Il n'aurait même pas dû être à l'hôpital, mais ma mère, qui s'occupe de lui, a eu un problème de santé hier, et je n'avais personne pour le garder. »« Madame Nathalie, je ne suis pas en colère », la rassura gentiment Philippe. « Au contraire, je vous suis extrêmement reconnaissant. J'ai trouvé l'article dont votre fils a parlé. Il existe bel et bien, et tout ce que Hugo a dit semble exact. » Nathalie regarda son fils avec surprise, maintenant absorbé par un dessin dans son cahier. « Il a toujours été comme ça, » dit-elle avec un sourire fatigué. « Depuis tout petit. Il lit quelque chose une fois et ne l'oublie jamais. Les médecins disent que ça fait partie de son autisme, cette mémoire photographique. C'est un don extraordinaire, » remarqua Philippe. « Parfois oui, parfois non, » répondit Nathalie avec un soupir. « À l'école, c'est difficile. Les professeurs ne savent pas comment le gérer. Les autres enfants le trouvent bizarre. Et cette fixation pour les sujets médicaux, il a passé des heures et des heures à lire ces gros livres de la bibliothèque de l'hôpital, à mémoriser des termes que je ne comprends même pas. » Philippe observa Hugo, qui continuait à dessiner,
apparemment indifférent à la conversation. « Avez-vous consulté des spécialistes? Il existe des thérapies, des écoles adaptées pour les enfants autistes aujourd'hui. » Nathalie eut un rire sans joie. « Avec mon salaire de femme de ménage, j'arrive à peine à payer le loyer de notre petite chambre à Saint-Denis. La sécurité sociale offre quelques consultations, mais la liste d'attente est interminable. Et une école spécialisée? Pas même en rêve. » Philippe ressentit une pointe de culpabilité. En tant qu'homme d'affaires prospère dans l'immobilier, il possédait plusieurs résidences de luxe à Paris. Sa fortune était estimée à des centaines de millions. Et là, il était assis face à une femme qui peinait à offrir le strict nécessaire à un fils manifestement exceptionnel. « Qu'est-ce que tu dessines, Hugo ?» demanda-t-il se penchant pour voir le cahier. « Le système nerveux central et comment la variante neuronale du syndrome de Guillain-Barré affecte les nerfs crâniens et la substance blanche du cerveau, » répondit le garçon sans lever les yeux de son dessin. C'était un schéma détaillé et technique qui aurait pu figurer dans n'importe quel livre de neurologie avancée. « Impressionnant !» murmura Philippe, sincèrement admiratif. Puis, il prit une décision. « Madame Nathalie, je voudrais vous faire une proposition. » La femme le regarda avec méfiance. « Quelle sorte de proposition ? » « Votre fils a peut-être sauvé la vie du mien, » déclara Philippe sans détour. « Les médecins refont les tests en ce moment, en se basant sur les informations que Hugo a fournies. S'il a raison et j'ai de sérieuses raisons de le croire, je veux lui offrir mon aide. »« Nous n'avons pas besoin de charité, monsieur, » répondit Nathalie avec dignité. « Ce n'est pas de la charité. » Philippe pesa ses mots. « C'est un échange équitable. Hugo possède des connaissances et une intelligence extraordinaires. Je veux l'aider à développer tout son potentiel. En retour, je lui demande simplement de continuer à aider dans le cas de mon fils, en partageant ses observations avec l'équipe médicale. « Vous voulez embaucher mon fils ?» demanda Nathalie, incrédule. « D'une certaine manière, » sourit Philippe, « je veux financer son éducation, école spécialisée, thérapie, tout ce dont il aura besoin, et aussi vous offrir de meilleures conditions de vie. » Pourquoi ? La méfiance persistait sur le visage de la femme. « Parce que j'ai toujours su reconnaître les talents exceptionnels, Madame Nathalie. C'est ainsi que j'ai bâti mon entreprise, en identifiant et en investissant dans des personnes au potentiel rare. Votre fils a quelque chose d'unique, quelque chose qui ne doit pas être gâché. Et oui aussi parce que je suis désespéré de sauver mon fils, et je crois qu'Hugo pourrait être la clé. Vous voulez dire que vous ne vous intéressez à Hugo que tant que votre fils sera malade ?» interrogea-t-elle franchement. Philippe apprécia sa franchise. « Non, mon engagement sera à long terme, quoi qu'il arrive à Thomas. J'ai bien plus que les ressources nécessaires, et j'ai toujours cru en la nécessité de redonner à la société. Voyez cela comme une bourse d'études pour un génie en herbe. » Nathalie regarda son fils, qui continuait à dessiner apparemment, indifférent à la conversation qui pourrait bouleverser son avenir. « Hugo n'est pas facile à vivre, » avertit-elle. Il a des crises quand sa routine change, il n'aime pas être touché. Parfois, il passe des jours à parler d'un seul sujet. « Je connais les complexités du trouble du spectre, de l'autisme, » répondit Philippe. « Et je ne vous demande pas de m'en confier la garde, juste de lui offrir les opportunités qu'il mérite. Vous resterez une famille indépendante, simplement avec plus de moyens. » « Et si je dis non ?» Philippe sourit. « Alors je vous remercierai pour l'aide déjà apportée, et nous trouverons un autre arrangement. Je ne conditionne pas le traitement de mon fils à votre acceptation, si c'est ce qui vous inquiète. » À ce moment, le téléphone de Philippe sonna. C'était le docteur Dubois. « Excusez-moi, je dois répondre, » dit-il en se levant et s'éloignant de quelques pas. La conversation fut brève, mais quand Philippe revint à la table, son visage était transfiguré. « Les résultats préliminaires viennent de tomber, » annonça-t-il la voix tremblante. « Thomas a des anticorps anti-GQ1B élevés, exactement comme Hugo l'avait dit. Ils reconnaissent désormais la possibilité d'une variante rare et vont immédiatement arrêter le traitement par immunoglobuline. » Hugo leva enfin les yeux de son cahier. « Ils doivent commencer la plasmaphérèse immédiatement, » dit-il, avec urgence, et administrer des immunomodulateurs spécifiques pour réduire l'inflammation du système nerveux central. Tout est détaillé dans l'article du Dr Suzuki, pages 435 à 437. « Je transmets ça au Dr Dubois, » approuva Philippe, tapant rapidement les informations sur son téléphone. Puis, il regarda Nathalie. « S'il vous plaît, réfléchissez à ma proposition. Quelle que soit votre réponse,
Je serai éternellement reconnaissant envers votre fils. » Nathalie regarda Hugo qui s'était remis à dessiner, complètement absorbé. « Je vais réfléchir, promit-elle finalement. Mais d'abord, vérifions s'il avait vraiment raison au sujet du fils de monsieur. » Philippe hocha la tête, respectant la prudence de la femme. Lui-même essayait encore de digérer tout ce qui s'était passé ces dernières heures. Comment sa vie avait complètement changé depuis qu'un garçon autiste était entré dans la chambre d'hôpital de son fils. Une semaine plus tard, Philippe était de nouveau assis à la cafétéria de l'hôpital, mais dans des circonstances totalement différentes. Thomas répondait positivement au nouveau traitement. Encore faible et loin d'être rétabli, mais conscient et parlant. Les médecins, initialement sceptiques, admettaient maintenant que l'intervention de Hugo avait probablement sauvé la vie du garçon. De l'autre côté de la table, Hugo feuilletait un épais livre de neuroanatomie complètement absorbé, tandis que Nathalie tourmentait nerveusement sa tasse de café. « Alors, Madame Nathalie, avez-vous pensé à ma proposition ?» demanda Philippe gentiment. Elle soupira profondément. « J'y ai beaucoup réfléchi, Monsieur Mercier, et j'ai longuement parlé avec Hugo aussi. À sa manière, bien sûr, mais il comprend plus que les gens ne l'imaginent. Et vous avez pris une décision ?» « Oui. » Elle se redressa. « Nous acceptons votre aide pour l'éducation de Hugo et pour améliorer nos conditions de vie. Mais j'ai quelques conditions. » Philippe sourit, admirant la force de cette femme. « Je vous écoute. Premièrement, je ne veux pas perdre mon emploi. Je travaille depuis mes 12 ans et je ne me sentirai pas bien en vivant de charité. » « Je comprends et respecte cela, » acquiesça Philippe. « En fait, j'ai une proposition meilleure que de maintenir votre emploi actuel. Je rénove un de mes immeubles commerciaux pour y installer une fondation de recherche sur les maladies rares. J'aimerais vous y inviter à travailler, avec un salaire juste et des horaires vous permettant de mieux accompagner Hugo. » Nathalie cligna des yeux, surprise. « Une fondation de recherche? Vous créez ça à cause de votre fils ?»« Partiellement, » admit Philippe. « Mais aussi parce que j'ai réalisé qu'il y avait un énorme manque dans le système. Sans votre fils, Thomas n'aurait peut-être pas survécu. Même dans le meilleur hôpital avec les meilleurs médecins. Combien d'autres enfants souffrent par manque de recherche adéquate sur des conditions rares? Et quel serait mon travail là-bas? Le ménage aussi? Si vous préférez, oui. Mais vous pourriez aussi être assistante administrative, réceptionniste, ou toute autre fonction compatible avec vos compétences et intérêts. Nous fournirons la formation nécessaire. » Nathalie semblait émue, mais encore hésitante. « Et la deuxième condition ?» l'encouragea Philippe. « Je veux des garanties que vous ne vous lasserez pas de Hugo. Il peut être difficile parfois, avoir des mauvais jours, des crises, et si dans quelques mois vous décidez qu'il n'en vaut plus la peine ?» Philippe comprit l'inquiétude. « Formalisons tout légalement. Un contrat de travail pour vous et un fonds éducatif pour Hugo, géré par une entité indépendante. Même si je change d'avis, ce qui n'arrivera pas, les ressources pour son éducation seront garanties jusqu'à la fin de ses études. » Nathalie mordit sa lèvre, considérant la proposition. « Et pour Hugo aidant, avec le cas de votre fils, qu'attendez-vous exactement de lui? Juste qu'il partage ses observations s'il remarque quelque chose d'important, » expliqua Philippe. « Pas d'exploitation ni de pression. En vérité, je suis déjà extrêmement reconnaissant pour ce qu'il a fait. » Hugo, qui semblait indifférent à la conversation, ferma soudain le livre et regarda directement Philippe, ce qui était rare pour lui. « Je veux voir Thomas aujourd'hui, » dit-il directement. « J'ai trouvé un article sur la thérapie occupationnelle pour la récupération motrice après des lésions neurologiques. J'ai des idées pour l'aider à retrouver ses mouvements plus vite. » Philippe sourit. « Bien sûr, Hugo, Thomas a demandé de tes nouvelles aussi. »« J'ai une autre condition, » intervint Nathalie. « Je veux que Hugo continue d'être traité comme un garçon normal, dans la mesure du possible. Je ne veux pas qu'il devienne une sorte de curiosité, vous comprenez? »« Absolument, » acquiesça Philippe. « Je promets de respecter votre vie privée et votre dignité à tous les deux. » Nathalie prit une profonde inspiration et finit par hocher la tête. « Alors, nous avons un accord, Monsieur Mercier. » Philippe tendit la main qu'elle serra fermement. « Appelez-moi Philippe. Après tout, il semble que nos vies soient désormais liées de manière inattendue. Cher auditeur, si vous appréciez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup à démarrer. Maintenant, continuons. 2 mois s'étaient écoulés depuis le jour fatidique, où Hugo était entré dans la chambre de Thomas.
La vie de toutes les personnes concernées avait radicalement changé. Thomas était à la maison, toujours en convalescence, mais progressant régulièrement. Les médecins parlaient de miracle médical, bien que Philippe sût que le vrai miracle avait un nom et un prénom, Hugo Dubois. Nathalie et Hugo avaient emménagé dans un appartement confortable à Neuilly-sur-Seine, à seulement 2 pâtés de maison de la nouvelle école spécialisée du garçon. Nathalie travaillait désormais comme assistante administrative à la toute nouvelle fondation Mercier pour la recherche sur les maladies rares, avec un salaire qui lui permettait, pour la première fois de sa vie, de ne plus constamment s'inquiéter des fins de mois. Hugo s'épanouissait dans sa nouvelle école, où il avait enfin trouvé un environnement adapté à ses besoins. 3 fois par semaine, après les cours, il se rendait à la demeure des Mercier pour des séances d'ergothérapie avec Thomas, où étonnamment, il aidait autant qu'il était aidé. Ce samedi après-midi, Philippe observait les 2 garçons dans le jardin de sa maison. Thomas, utilisant encore une canne pour s'équilibrer, essayait de marquer un panier dans le filet bas que Philippe avait installé spécialement pour la thérapie. Hugo, à ses côtés, expliquait avec une précision technique le mouvement correct pour améliorer la coordination motrice. « Il fait des progrès incroyables », commenta Sophie, l'épouse de Philippe, s'approchant avec un plateau de jus. Tous les deux. Philippe hocha la tête, pensif. « C'est incroyable comme la vie peut changer. Il y a 3 mois, j'étais désespéré, voyant notre fils dépérir sans que personne ne puisse l'aider. Maintenant, nous avons de l'espoir, » compléta Sophie, posant sa tête sur l'épaule de son mari. Et tout cela grâce à ce garçon extraordinaire, qui a pris d'énormes risques pour aider un inconnu, réfléchit Philippe. Il est entré dans une zone restreinte de l'hôpital, a tenu tête à des adultes, a insisté sur sa théorie même quand tout, le monde doutait de lui. « Je ne vois pas le monde comme nous », dit Sophie doucement. Nathalie m'a raconté que Hugo ne comprend pas pourquoi tout le monde le considère comme un héros. Pour lui, il a vu un problème et connaissait la solution, ne pas la proposer. Aurait été illogique. Parfois, je me demande qui est vraiment dans le spectre, murmura Philippe. Nous, qui ignorons les gens comme lui ou lui, qui voient simplement le monde différemment. À ce moment-là, Hugo agita la main avec enthousiasme depuis le jardin. Oncle Philippe, viens voir. Thomas a réussi à marquer 3 paniers d'affilée. Philippe sourit en entendant l'enthousiasme dans la voix du garçon. Il était rare que Hugo exprime ses émotions aussi ouvertement. « J'arrive », répondit-il, tendant son verre à Sophie. Tout en se dirigeant vers les garçons, Philippe réfléchit à la façon dont sa définition du succès avait changé. Pendant des années, il avait mesuré ses réalisations en chiffres, mètres carrés construits, valeur des propriétés, solde bancaire. Désormais, ses moments les plus précieux étaient de voir son fils s'améliorer jour après jour et d'assister à Hugo trouvant sa place dans le monde. « Regarde, papa !» s'exclama Thomas, essayant de se tenir en équilibre sans sa canne. Il était encore pâle et plus maigre que d'habitude, mais ses yeux brillaient d'une détermination qui émut Philippe. « Je vois ça, champion !» l'encouragea-t-il, se positionnant pour attraper le ballon si Thomas perdait l'équilibre. Thomas a progressé de 7,8% chaque semaine en termes de coordination motrice, informa Hugo avec sa manière précise de parler. S'il continue à ce rythme, dans environ 6,2 semaines, il n'aura plus besoin de sa canne pour les courtes distances. Philippe sourit au garçon. Il avait appris à apprécier la manière directe et factuelle dont Hugo communiquait. C'est une excellente nouvelle, Hugo. Et pour la force musculaire, récupération plus lente, environ 5,3% par semaine. Je recommande d'augmenter les protéines dans son alimentation et d'ajouter plus d'exercices isométriques, répondit Hugo. Sans hésiter, Thomas roula des yeux. Il veut que je mange plus de poulet et d'œufs. Très ennuyeux, mais nécessaire pour la synthèse protéique musculaire, insista Hugo. C'est de la science élémentaire, Thomas. Philippe rit de leur interaction. C'était incroyable comment ils avaient développé une amitié improbable. Thomas, extraverti et émotif. Hugo, littéral et analytique. D'une certaine manière, ils se complétaient parfaitement. « D'accord, petit scientifique », plaisanta Philippe, ébouriffant légèrement les cheveux de Hugo, un geste que le garçon tolérait désormais, même s'il s'esquivait parfois encore. « Nous suivrons tes recommandations. Tu as déjà prouvé que tu savais ce que tu faisais. » Sophie s'approcha avec les verres de jus. « Les garçons, c'est l'heure de la pause. Et devine quoi, Hugo ? Ce livre sur la neuroplasticité que tu voulais
est arrivé aujourd'hui. Les yeux de Hugo s'illuminèrent. Neuroplasticité et récupération fonctionnelle du docteur Ramachandran. L'édition mise à jour de 2023. Celui-là même, confirma Sophie. Il est dans la salle d'études. Je peux y aller maintenant? Demanda Hugo, presque sautant d'excitation, un comportement rare chez lui. Bien sûr, sourit Sophie. Philippe, pourquoi ne pas l'accompagner pendant que j'aide Thomas à se reposer un peu? Philippe acquiesça et suivit Hugo jusqu'à la salle d'études, une pièce qui avait été complètement transformée ces dernières semaines. Autrefois, un espace formel avec un bureau imposant et des livres d'affaires soigneusement alignés. Elle était maintenant remplie de livres médicaux, de modèles anatomiques et d'un tableau blanc couvert de notes précises dans l'écriture organisée de Hugo. Le garçon courut vers la table où le gros volume était soigneusement posé. « Ça est la dernière édition !» s'exclama-t-il, caressant la couverture comme un trésor. Il y a tout un chapitre sur la récupération neurologique chez les patients pédiatriques. Philippe observa, fasciné, tandis que Hugo feuilletait rapidement le livre, ses yeux parcourant les pages à une vitesse impressionnante. « Tu es vraiment en train de tout lire maintenant ?» demanda-t-il, curieux. « Oui, répondit Hugo distraitement. Je mémorise le chapitre 7. Il contient des informations importantes pour le cas de Thomas. » Philippe s'assit dans un fauteuil à proximité, absorbant la scène. Il avait encore du mal à croire combien sa vie avait changé. La fondation qu'il avait créée initialement par gratitude grandissait rapidement, attirant des chercheurs talentueux et établissant des partenariats avec des institutions internationales. Ils avaient déjà identifié 2 autres cas de la même variante rare qui avait affecté Thomas, aidant ainsi à sauver ses enfants aussi. « Oncle Philippe ?» La voix de Hugo le sortit de ses pensées. « Oui, Hugo ? Merci pour le livre, » dit le garçon, les yeux toujours rivés sur les pages. « Et pour ton ordinateur et pour la nouvelle école, et pour avoir permis à ma mère de travailler dans un endroit agréable. » La simplicité et la sincérité de ses remerciements touchèrent profondément Philippe. « Non, Hugo, c'est moi qui te remercie, pour avoir sauvé mon fils, pour nous avoir tant appris. » Hugo leva enfin les yeux du livre, regardant Philippe, avec une expression sérieuse. « Les gens ont toujours trouvé que j'étais bizarre, » dit-il d'une voix monocorde mais chargée de sens. « Dans mon ancienne école, ils m'appelaient le bizarre, l'extraterrestre. Ils disaient que je ne savais que mémoriser des choses, mais que je ne comprenais rien. » Philippe ressentit une oppression dans sa poitrine. Ces gens avaient tort, Hugo, complètement tort. « Je sais, » répondit l'enfant avec une sérénité surprenante. « Ma mère disait toujours qu'un jour je trouverais ma place, que mon cerveau différent n'était pas défectueux, juste différent. » Il marqua une pause comme s'il choisissait soigneusement ses mots. « Ici, avec vous, avec Thomas, dans la nouvelle école, je ne me sens plus aussi étrange. Les gens ne me regardent plus comme si je venais d'une autre planète. Parce qu'ils voient enfin ce qui a toujours été là, » dit Philippe avec douceur. « Un garçon brillant avec beaucoup à offrir au monde. » Hugo hocha la tête, semblant satisfait de cette explication. « Je vais continuer à beaucoup étudier, » déclara-t-il avec détermination. « Je veux devenir médecin un jour, neurologue, comme le docteur Suzuki. Je veux aider d'autres enfants comme Thomas. » « Et tu seras un médecin extraordinaire, » l'assura Philippe. « Nous ferons tout notre possible pour que tu réalises ce rêve. » « Ce n'est pas un rêve, » corrigea Hugo, avec sa littéralité caractéristique. « C'est un plan. Les rêves sont des productions mentales pendant le sommeil paradoxal. Ceci est un objectif avec des étapes logiques pour sa réalisation. » Philippe ne put réprimer un sourire. « Tu as raison, Hugo, c'est un plan. Et nous le réaliserons ensemble. » Le téléphone de Philippe sonna, interrompant ce moment. C'était Nathalie. « Bonjour, Nathalie. »« Oui, Hugo est avec moi. »« Non, ne t'inquiète pas, il peut rester pour le dîner. Bien sûr, le chauffeur peut le ramener après. » Philippe marqua une pause, écoutant. « Oh, c'est merveilleux. Félicitations. Je suis sûr qu'Hugo sera très heureux de la nouvelle. » Il raccrocha et se tourna vers le garçon qui avait repris sa lecture. « Hugo, ta mère vient d'apprendre qu'elle est admise à la formation technique en administration hospitalière. Celle pour laquelle elle a postulé le mois dernier, tu te souviens. » Hugo leva les yeux, un petit sourire se formant au coin de ses lèvres. « Elle pourra faire des études après ?» demanda-t-il. « Si c'est ce qu'elle veut, sans aucun doute, assura Philippe. « Bien, approuva Hugo. »«
Ma mère est intelligente, elle n'a juste jamais eu l'opportunité. La simplicité de cette affirmation frappa Philippe avec force. C'était vrai. Combien de talents restaient cachés faute d'opportunités? Combien d'esprits brillants comme celui d'Hugo n'auraient jamais la chance de développer leur potentiel? À cet instant, Philippe prit une décision qui changerait encore le cours de sa vie. La Fondation Mercier ne serait pas seulement pour la recherche sur les maladies rares, mais aussi pour identifier et soutenir les enfants neurodivergents de familles démunies. Si un seul garçon autiste avait révolutionné sa vie et sauvé son fils, que pourraient faire des dizaines, des centaines d'entre eux, s'ils avaient les bons outils. « Hugo !» appela-t-il, interrompant à nouveau la lecture du garçon. « Tu penses qu'il y a d'autres enfants comme toi ? Des enfants qui voient le monde différemment, qui ont des talents spéciaux, mais qui n'ont pas les opportunités que tu as maintenant ?» Hugo cligna des yeux, traitant la question. « Statistiquement, oui, répondit-il enfin. La prévalence du trouble du spectre de l'autisme est d'environ 1 enfant sur 54, selon Santé publique France. En France, avec environ 15 millions de personnes de moins de 18 ans, cela représenterait plus de 277 000 enfants et adolescents autistes. Compte tenu de la répartition socio-économique du pays, il est logique de supposer que la plupart n'ont pas accès à un diagnostic adéquat, à une éducation spécialisée et à un soutien. Philippe sourit. Cette réponse précise et statistique était si typiquement Hugo. « Et tu penses que ce serait bien d'aider ces enfants ?»« Évidemment, » répondit Hugo, comme si la question était étrange. « Ce serait-il logique de ne pas optimiser le potentiel cognitif disponible dans la population ?»« Alors, que dirais-tu de m'aider à planifier comment faire cela ?» proposa Philippe. « Comment pouvons-nous trouver ces enfants et leur donner ce dont ils ont besoin pour s'épanouir ?» Pour la première fois de cet après-midi, Hugo referma complètement son livre, un signe que le sujet avait totalement capté son attention. « Je peux faire une présentation ?» demanda-t-il, son ton trahissant son enthousiasme. « Avec des diapositives, des statistiques et tout ?»« J'adorerais voir ça, » répondit Philippe avec sincérité. « Je vais commencer tout de suite, » déclara Hugo en se levant et en se dirigeant vers l'ordinateur dans le coin de la pièce. « Il me faut au moins 3 jours pour collecter toutes les données pertinentes et structurer une proposition complète. » Philippe observa, ému, tandis que le garçon se mettait à taper rapidement, complètement absorbé par sa nouvelle mission. Qui aurait pu imaginer que l'arrivée inattendue de ce garçon dans la chambre d'hôpital sauverait non seulement Thomas, mais marquerait aussi le début de quelque chose de bien plus grand. La vie était vraiment surprenante, songea Philippe. Les plus grandes bénédictions venaient souvent des sources les plus inattendues, et parfois, il fallait que tout s'écroule pour que quelque chose de meilleur puisse être construit. 6 mois plus tard, la Fondation Mercier pour la recherche sur les maladies rares et le soutien aux enfants neurodivergents était officiellement inaugurée dans un bâtiment moderne du quartier du Marais, à Paris. Ce qui avait commencé comme un geste de gratitude s'était transformé en un projet ambitieux à l'échelle nationale. Dans l'élégant auditorium, un public diversifié attendait le début de la cérémonie. Médecins, chercheurs, éducateurs, familles d'enfants atteints de maladies rares ou neurodivergents, journalistes et autorités, tous attirés par l'histoire extraordinaire derrière cette initiative. Dans les coulisses, Philippe ajustait nerveusement sa cravate. « Tu penses vraiment que je devrais raconter toute l'histoire ?» demanda-t-il à Sophie qui vérifiait les dernières notes de son discours. « La vérité est puissante, mon amour, » répondit-elle en arrangeant le col de sa chemise. « Et inspirante. Les gens ont besoin d'entendre comment tout a commencé. » « Et Hugo, tu crois qu'il sera à l'aise sous les projecteurs ?» Sophie sourit. « Lui et Nathalie savent déjà ce que tu vas dire. Et rappelle-toi, vous avez convenu qu'il n'a pas besoin de monter sur scène s'il ne le veut pas. » Philippe hocha la tête, toujours nerveux. Pas pour les affaires, il était habitué à parler en public depuis le début de sa carrière. Mais pour la nature personnelle de ce qu'il allait partager aujourd'hui. « La famille de Suzuki est arrivée ?» demanda-t-il, changeant de sujet. « Oui, ils sont au premier rang, » confirma Sophie. « Le docteur Suzuki semble aussi enthousiaste que toi pour ce partenariat. » La Fondation avait établi un programme de coopération avec le laboratoire du docteur Takeshi Suzuki, venu spécialement du Japon pour l'inauguration. Le neurologue, dont les recherches avaient sauvé Thomas, était devenu un partenaire clé et un ami de la famille. « 5 minutes, monsieur Mercier », annonça une assistante en passant la tête par la porte. Philippe inspira profondément. « Je suis prêt. » Quand il monta sur scène,
Il fut accueilli par des applaudissements chaleureux. Au premier rang, il vit Thomas rétabli et en bonne santé à côté d'Hugo, qui portait des écouteurs pour se protéger du bruit excessif. Nathalie, élégante dans une robe bleue, souriait nerveusement. À leur côté, le docteur Suzuki et son équipe et, plus à droite, l'équipe médicale qui avait soigné Thomas, y compris le docteur Dubois, initialement sceptique, maintenant l'un des chercheurs de la Fondation. « Bonjour à tous », commença Philippe en ajustant le micro. « Je vous remercie infiniment d'être présent en ce jour si spécial. La Fondation Mercier naît d'une histoire personnelle que j'aimerais partager avec vous. » Un instant, sa voix se brisa, l'émotion menaçant de le submerger. Puis il regarda Hugo, qui l'observait attentivement, et trouva la force de continuer. « Il y a un peu plus de 8 mois, je n'étais qu'un homme d'affaires prospère, préoccupé par les chiffres, les délais et les profits. J'avais une belle famille, une carrière enviable et tout le confort matériel que l'argent peut acheter. Et puis en quelques jours, j'ai vu mon monde s'écrouler lorsque mon fils Thomas a été hospitalisé pour une maladie mystérieuse qui consumait sa vitalité jour après jour. L'auditoire écoutait dans un silence respectueux. J'ai engagé les meilleurs spécialistes, j'ai cherché des avis médicaux en France et à l'étranger. J'ai tenté d'utiliser toute mon influence et mes ressources pour sauver mon fils. Mais rien ne fonctionnait. Thomas dépérissait, sous nos yeux, et les médecins, avec tout le respect que je dois aux excellents professionnels présents, semblaient aussi perdus que nous. Philippe fit une pause, buvant une gorgée d'eau. Et puis, quand tout semblait perdu, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Un garçon de 12 ans est entré dans la chambre d'hôpital de mon fils. Un garçon autiste, fils de la femme de ménage de l'hôpital, qui avait passé des mois à lire des livres et des articles médicaux en accompagnant sa mère au travail. Hugo se tortilla sur sa chaise, clairement mal à l'aise sous les regards, mais resta présent comme il l'avait promis. Ce garçon, avec son esprit extraordinaire et sa mémoire photographique, a identifié une maladie rare que les spécialistes avaient ignorée. Une variante du syndrome de Guillain-Barré documentée par l'éminent docteur Suzuki, qui nous honore de sa présence aujourd'hui. Philippe fit un geste respectueux envers le médecin japonais, qui inclina la tête en signe de reconnaissance. Plus important encore, ce garçon a remarqué que le traitement conventionnel que Thomas recevait pouvait être néfaste pour cette variante spécifique. Des murmures parcoururent l'assistance. J'admets qu'au début, j'ai été sceptique. Comment un garçon de 12 ans sans aucune formation médicale pouvait-il en savoir plus qu'une équipe entière de spécialistes? Mais le désespoir m'a poussé à écouter, et grâce à Dieu, j'ai écouté. Philippe raconta ensuite comment les tests confirmèrent le diagnostic d'Hugo, comment le traitement fut modifié selon ses suggestions et comment Thomas commença à se rétablir presque immédiatement. Mon fils est en vie aujourd'hui, grâce à l'esprit brillant d'un garçon que la société marginalise souvent parce qu'il est différent. Un garçon qui voyait des motifs là où d'autres ne voyaient que chaos, qui mémorisait des informations complexes avec une facilité extraordinaire, et qui eut le courage de s'exprimer lorsqu'il comprit qu'il pouvait aider. Des larmes brillèrent dans les yeux de nombreux présents, y compris ceux de Philippe lui-même. Cette fondation naît donc d'une double promesse: rechercher les maladies rares négligées par la médecine conventionnelle et identifier, soutenir et cultiver des esprits neurodivergents brillants, en particulier parmi les familles sans ressources. Car je crois, et mon expérience personnelle le confirme, que la diversité neurologique n'est pas un défaut à corriger, mais une ressource précieuse que notre société ne peut se permettre de gaspiller. Après avoir décrit en détail les programmes de la Fondation, le Centre de recherche sur les maladies rares, le programme de bourse pour enfants neurodivergents, le soutien aux familles, la coopération internationale avec le laboratoire du docteur Suzuki, Philippe conclut son discours. Cette fondation n'est pas seulement ma façon de rendre grâce pour la vie de mon fils. C'est la reconnaissance que nous avons peut-être tout faux, que ceux que nous qualifions de différents ou handicapés pourraient en réalité posséder exactement les compétences et les perspectives dont nous avons désespérément besoin pour résoudre les problèmes les plus complexes de notre société. Philippe fit une pause, regardant directement Hugo. Ce garçon qui est entré dans la chambre d'hôpital de mon fils et a dit « Monsieur, je connais le remède pour votre fils est ici aujourd'hui. Et bien qu'il soit trop timide pour monter sur cette scène, ce que je respecte pleinement,
Je voudrais que tout le monde sache qu'il est le véritable fondateur de cet endroit. Hugo, tu n'as pas seulement sauvé Thomas, mais tu as profondément transformé la vie de notre famille, et à travers cette fondation, tu transformeras bien d'autres vies. » L'auditoire éclata en applaudissements enthousiastes. Hugo, visiblement mal à l'aise sous les regards, esquissa néanmoins un sourire timide et hocha la tête en signe de reconnaissance. Quand les applaudissements s'estompèrent, Philippe conclut. En inaugurant officiellement la Fondation Mercier, je vous demande à tous de vous souvenir de ceci. Parfois, la sagesse vient des sources les plus inattendues. Et souvent, ce sont ceux qui voient le monde différemment qui peuvent nous montrer des solutions auxquelles nous n'aurions jamais pensé. Merci. L'ovation qui suivit fut retentissante. En descendant de l'estrade, Philippe vit Thomas étreindre maladroitement Hugo, qui toléra le contact. Un progrès considérable pour le garçon qui autrefois évitait tout contact. Nathalie, les yeux brillants de larmes, s'approcha de Philippe. « Merci, dit-elle simplement, d'avoir cru en lui. »« Non, Nathalie, » répondit Philippe en lui serrant doucement les mains. « Merci à vous de l'avoir élevé pour qu'il soit exactement qui il est. » Alors que l'événement se poursuivait avec la traditionnelle cérémonie de coupe de ruban et les visites des installations, Philippe resta près de Thomas et Hugo. Il observa, l'émotion contenue, comment les deux garçons interagissaient avec les visiteurs. Thomas avec son charisme naturel, Hugo avec sa précision factuelle impressionnante. À un moment donné, le docteur Suzuki s'approcha de lui. « Mercier-san, » dit le médecin dans son anglais formel. « Votre garçon Thomas est complètement rétabli. C'est impressionnant. »« Grâce à vos recherches, docteur, » répondit Philippe sincèrement, et à l'esprit brillant de ce garçon là-bas. Le médecin japonais observa Hugo quelques instants. « Les esprits comme le sien sont rares et précieux, commenta-t-il. Au Japon, nous avons un concept appelé neurodiversité valorisée. L'idée que différents types d'esprits ne sont pas des déficiences, mais des variations naturelles et potentiellement précieuses de la cognition humaine. C'est exactement ce que nous essayons de promouvoir ici, approuva Philippe. Vous avez transformé une tragédie personnelle en quelque chose de beau, remarqua Suzuki. C'est admirable. Philippe secoua la tête. J'ai simplement suivi l'exemple d'un garçon courageux qui est entré dans une chambre d'hôpital et a dit « Oncle, je connais le remède pour ton fils. » Cher auditeur, si vous aimez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup à démarrer. Maintenant, continuons. Un an après l'inauguration de la Fondation Mercier, l'institution était déjà devenue une référence nationale dans la recherche sur les maladies rares et le soutien aux enfants neurodivergents. Plus de 50 enfants autistes, issus de familles à revenus modestes, recevaient des bourses d'études complètes dans des écoles spécialisées et le centre de recherche avait aidé à identifier et traiter correctement des dizaines de cas de maladies rares auparavant, mal diagnostiquées. Par une ensoleillée matinée de samedi, Philippe arpentait les couloirs de la Fondation, contemplant avec satisfaction les laboratoires modernes et les salles de classe spécialement conçues pour les enfants aux besoins sensoriels variés. C'était un jour spécial, le premier symposium français sur la neurodiversité et les maladies rares, organisé par la Fondation. Dans le hall principal, une exposition attira son attention. Esprits extraordinaires, un nouveau regard sur l'autisme, proclamait la bannière. C'était une exposition d'œuvres artistiques et scientifiques créées par les enfants du programme de bourse. Philippe s'arrêta devant un impressionnant modèle tridimensionnel du cerveau humain, détaillant avec une précision anatomique les circuits neuronaux affectés par la variante du syndrome de Guillain-Barré qui avait failli emporter Thomas. « Tu aimes mon projet ?» demanda une voix familière derrière lui. Philippe se retourna et sourit en voyant Hugo. Le garçon, maintenant âgé de 13 ans, était visiblement plus grand, mais gardait le même regard intense et curieux. « C'est extraordinaire, Hugo, » répondit-il sincèrement. La précision anatomique est impressionnante. J'ai utilisé les données du dernier article du docteur Suzuki, expliqua Hugo en désignant des détails spécifiques du modèle. Il a envoyé les images de résonance magnétique des nouveaux cas identifiés au Japon. J'ai réussi à localiser précisément où l'inflammation se concentre dans le tronc cérébral. Philippe hocha la tête, admiratif. Même après, genre de collaboration quasi quotidienne, la capacité de Hugo à assimiler et traiter des informations complexes le surprenait encore. « Tu es prêt pour ta présentation ?»
demanda-t-il gentiment, conscient de l'anxiété que Hugo ressentait, souvent avant de parler en public. « Oui, » répondit le garçon, bien que son léger balancement trahisse une certaine nervosité. « J'ai répété 7 fois avec ma mère et 5 fois avec Thomas. J'ai mémorisé chaque diapositive et calculé le temps exact pour chaque point. Je suis sûr que ce sera brillant, » l'assura Philippe. « Mais rappelle-toi, si tu te sens trop mal à l'aise, tu peux t'arrêter à tout moment. Personne ne sera déçu. » Hugo acquiesça, reconnaissant de cette compréhension. 1 an de thérapie intensive et de soutien éducatif adapté avait fait des merveilles pour ses compétences sociales. Mais les situations de forte stimulation sensorielle restaient un défi important. « Où est Thomas ?» demanda-t-il brusquement, changeant de sujet comme il le faisait souvent. « Il doit arriver avec Sophie. Ils sont allés chercher sa grand-mère à l'aéroport. La grand-mère paternelle de Thomas, mamie Elisabeth, initialement sceptique sur toute cette histoire impliquant le garçon autiste de la femme de ménage, était devenue l'une des plus grandes défenseurs de la Fondation après avoir vu son petit-fils complètement rétabli. À ce moment-là, Nathalie s'approcha, élégante dans un tailleur bleu marine, qui contrastait avec l'uniforme simple qu'elle portait quand elle travaillait comme agent d'entretien à l'hôpital. « Bonjour Philippe », le salua-t-elle avec un sourire confiant qui aurait été impensable 1 an plus tôt. En tant que gestionnaire administratif de la Fondation, Nathalie avait découvert des talents organisationnels qu'elle ne se connaissait pas. Les premiers intervenants sont arrivés et l'équipe technique finalise les réglages dans l'auditorium. « Parfait », répondit Philippe. « Et comment va notre jeune scientifique ?» demanda-t-il, désignant Hugo d'un mouvement de tête. « Un peu nerveux, mais prêt », répondit Nathalie, regardant son fils avec fierté. Il n'a dormi que 4 heures cette nuit à revoir sa présentation. « Maman, la précision est importante, » protesta Hugo. « Ce sont les premières données consolidées des cas traités par la Fondation. Je ne peux pas me tromper. » Nathalie échangea un regard complice avec Philippe. Tous deux savaient que la précision dont parlait Hugo allait bien au-delà de ce que tout autre intervenant jugerait nécessaire. « Et ta présentation sera parfaite, » le rassura Philippe. « Mais allons prendre un café maintenant. Tu as besoin d'énergie pour briller sur scène tout à l'heure. » Les 3 se dirigèrent vers la cafétéria de la Fondation, un espace chaleureux conçu pour accommoder différentes sensibilités sensorielles, avec un éclairage ajustable et des zones plus calmes pour ceux qui avaient besoin de moins de stimulation. En chemin, ils croisèrent des familles arrivant pour le symposium, dont beaucoup avec des enfants clairement neurodivergents. « Regarde combien de personnes sont venues », commenta Nathalie, visiblement émue. « De toute la France. Et certaines de l'étranger aussi », ajouta Philippe. « Nous avons des délégations de Belgique, Suisse, Espagne et Italie. » À la cafétéria, ils trouvèrent le docteur Dubois, maintenant directeur médical de la Fondation, en conversation animée avec une jeune médecin. « Ah, Philippe !» s'exclama-t-il en les voyant. « Je veux vous présenter le docteur Camille Petit, neurologue pédiatrique qui vient de rejoindre notre équipe. Elle vient de l'hôpital Pitié-Salpêtrière et a une expérience spécifique dans l'encéphalomyélite aiguë disséminée, une autre affection inflammatoire du système nerveux central qui partage certaines caractéristiques avec le cas identifié par Hugo. « Enchanté de vous rencontrer, monsieur Mercier, » dit la médecin en tendant la main. « Et tu dois être le célèbre Hugo. J'ai hâte d'entendre ta présentation sur les biomarqueurs spécifiques. » Hugo, généralement mal à l'aise avec les inconnus, tendit étonnamment la main pour une brève poignée. L'encéphalomyélite aiguë disséminée a un profil d'anticorps différent, mais le mécanisme inflammatoire sous-jacent présente des similitudes significatives, déclara-t-il, plongeant directement dans le sujet sans préambule, comme à son habitude. Surtout dans la variante post-infectieuse qui affecte le tronc cérébral. Le docteur Camille cligna des yeux, momentanément surprise par la précision technique venant d'un adolescent, mais se reprit rapidement. Exactement. C'est fascinant de voir comment les voies inflammatoires convergent, même dans des conditions cliniquement distinctes. J'ai quelques hypothèses à ce sujet que j'adorerais discuter avec vous plus tard. Le visage de Hugo s'illumina d'un rare sourire franc. « J'aimerais beaucoup, » répondit-il, agitant légèrement les mains avec enthousiasme. Philippe observa l'interaction, le cœur rempli d'émotion. C'était dans ces moments qu'il voyait le plus clairement comment Hugo s'épanouissait lorsqu'il rencontrait des personnes qui valorisaient son esprit unique, plutôt que de tenter de le faire rentrer dans des cadres neurotypiques. L'arrivée bruyante de Thomas interrompit ses pensées.
Le garçon, complètement rétabli et débordant d'énergie, courut pour étreindre Hugo, qui accepta le contact avec seulement une légère raideur. « Hugo, j'ai quelque chose d'incroyable à te montrer !» s'exclama Thomas, sortant de son sac un livre épais. « Mamie l'a rapporté d'Italie. C'est une édition super rare sur les neurosciences, écrite par ce chercheur italien dont tu as parlé le mois dernier. » Les yeux de Hugo s'écarquillèrent d'excitation. Neuroplasticité et récupération fonctionnelle dans les conditions inflammatoires du docteur Jean-Pierre Durand, l'édition reliée avec les illustrations en couleur des circuits neuronaux, eux-mêmes, confirma Thomas, fier de l'effet que son cadeau avait produit. Philippe sourit en observant les deux garçons. L'amitié improbable qui s'était développée entre eux était l'une des plus belles transformations issues de tout ce parcours. Thomas, auparavant un garçon ordinaire surtout intéressé par les jeux et le sport, avait développé une curiosité authentique pour la science, motivé d'abord par le désir de comprendre sa propre maladie et ensuite par l'enthousiasme contagieux de Hugo. De son côté, Hugo avait trouvé en Thomas un guide patient pour le monde compliqué des interactions sociales et des émotions. Ce qui avait commencé comme une relation de patient et consultant s'était transformé en une amitié profonde, bénéfique pour les deux. Sophie s'approcha, accompagnée de mamie Elisabeth, une dame élégante marchant avec une canne. « Bonjour à tous !» salua Sophie, embrassant son mari. La circulation était terrible, mais nous sommes arrivés à temps. Mamie Elisabeth observa Hugo et Thomas feuilletant avec enthousiasme le livre nouvellement acquis. « Regardez-moi, ces deux-là !» commenta-t-elle avec un sourire affectueux. « Qui l'aurait cru, hein, Philippe? Tu te souviens quand tu m'as appelé désespéré de l'hôpital? Et maintenant, Philippe hocha la tête, ému en se remémorant ses jours sombres. La vie nous surprend de la manière la plus inattendue, n'est-ce pas? Et Dieu merci pour ça, répondit la dame, observant son petit-fils avec fierté. Thomas ne s'est pas seulement complètement rétabli, mais il a grandi en tant que personne. La façon dont il comprend et accepte les différences des autres maintenant, c'est une leçon pour bien des adultes. La remarque toucha Philippe profondément. C'était vrai. À travers son amitié avec Hugo, Thomas avait développé une sensibilité et une compréhension rares chez les enfants de son âge. Le symposium commence dans 30 minutes, rappela Nathalie, toujours attentive aux horaires. Hugo, tu veux aller dans l'espace calme pour revoir tes notes avant la présentation? L'espace calme était une petite pièce conçue spécifiquement pour les moments où Hugo avait besoin de se ressourcer face à la surcharge sensorielle. Avec un éclairage tamisé, une isolation acoustique et des objets réconfortants comme sa couverture lestée préférée, c'était un refuge essentiel lors d'événements animés comme celui-ci. « Oui, s'il te plaît », acquiesça le garçon, refermant soigneusement son livre. « Il me faut exactement 17 minutes pour ma routine de préparation. Je peux venir avec toi ?» demanda Thomas. Hugo réfléchit un instant. « D'accord, mais tu dois garder un silence absolu. Pas de questions, pas de commentaires. »« Promis », déclara Thomas solennellement. Les deux garçons partirent accompagnés de Nathalie, laissant Philippe, Sophie et mamie Elisabeth à la cafétéria. « 1 an, Philippe ?» commenta Sophie, serrant la main de son mari. « 1 an depuis que notre vie a complètement changé. Pour le mieux, ajouta mamie Elisabeth. Je ne t'ai jamais vu aussi épanoui, mon fils, même pas lors de tes plus grands succès professionnels. C'était vrai. Bien que Philippe continuait à gérer ses affaires immobilières, la majeure partie de son temps, son énergie et sa passion étaient désormais consacrées à la fondation. Il avait découvert un but qui transcendait l'accumulation de richesses et de prestige. « On y va ?» suggéra Sophie, consultant sa montre. « Je veux nous assurer de bonnes places pour la présentation de Hugo. » En se dirigeant vers l'auditorium, Philippe méditait silencieusement sur l'extraordinaire parcours des 18 derniers mois. D'un homme d'affaires uniquement focalisé sur les chiffres et les résultats, il était devenu un ardent défenseur de la neurodiversité et de la recherche médicale humanisée. Et tout cela parce qu'un garçon autiste avait eu le courage d'entrer dans une chambre d'hôpital et de dire « Oncle, je connais le remède pour ton fils ». L'auditorium était comble lorsque Hugo monta sur scène. Vêtu d'une chemise bleu clair, sa couleur préférée qui l'aidait aussi à se calmer, et tenant fermement ses fiches de notes, le garçon semblait à la fois nerveux et déterminé. Au premier rang, Philippe, Sophie, Thomas et Nathalie regardaient avec un mélange de fierté et d'appréhension.
Tous savaient combien ce moment était difficile pour Hugo, avec toutes ses lumières, ses regards et ses attentes braquées sur lui. « Bonjour », commença Hugo, sa voix d'abord tremblante mais gagnant en assurance à mesure qu'il entrait dans son élément. « Je m'appelle Hugo Dubois, j'ai 13 ans et je suis chercheur junior à la Fondation Mercier. Aujourd'hui, je vais vous présenter notre analyse sur biomarqueurs spécifiques dans les variantes atypiques du syndrome de Guillain-Barré. Une étude de 7 cas. » Au fil de sa présentation, la voix de Hugo devenait plus assurée. Ses mouvements répétitifs, le léger balancement du corps et l'agitation occasionnelle des mains persistaient, mais ne semblaient plus être des signes d'anxiété, plutôt une partie de son style de communication unique. Les diapositives détaillées montrèrent des graphiques complexes et des images d'IRM, le tout expliqué avec une clarté et une profondeur surprenantes pour quelqu'un de si jeune. Lorsqu'il arriva à la section sur les nouveaux protocoles de traitement développés par la Fondation, Hugo fit quelque chose d'inattendu. Il sourit et regarda directement Thomas. Le cas zéro qui a initié toute cette recherche est actuellement assis au premier rang, dit-il dans un rare moment de communication personnelle lors d'une présentation technique. Et comme vous pouvez le voir, le rétablissement a été un succès à 100%. Un murmure d'admiration parcourut l'auditorium, suivi d'un chaleureux applaudissement. Thomas, d'habitude si expansif, rougit intensément sous cette attention soudaine. Sa présentation technique terminée, Hugo marqua une pause, respira profondément, puis dit quelque chose qui ne figurait pas dans ses notes. « Je veux remercier oncle Philippe d'avoir cru en moi quand personne d'autre ne croyait. De m'avoir écouté quand tout le monde pensait que j'étais juste un garçon bizarre qui mémorisait des choses sans les comprendre. » Sa voix trembla légèrement, mais il continua. « Avant la Fondation, je croyais que j'étais défectueux, que mon cerveau différent était un problème à résoudre. Maintenant, je comprends que différents types d'esprits sont nécessaires pour résoudre différents types de problèmes, et que le monde a besoin de nous tous. » Les yeux de Philippe se remplirent de larmes. À ses côtés, Nathalie sanglotait silencieusement, tandis que Sophie serrait sa main avec force. Thomas, dans un geste spontané de soutien envers son ami, se leva et se mit à applaudir avec enthousiasme. En quelques secondes, tout l'amphithéâtre était debout, applaudissant non seulement la brillante présentation scientifique, mais aussi le courage et l'authenticité de cet enfant extraordinaire. Lorsque Hugo descendit de l'estrade, encore visiblement bouleversé par la surcharge émotionnelle et sensorielle, il fut accueilli par une tendre étreinte de sa mère. Philippe s'approcha, respectant l'espace personnel du garçon. « Tu as été incroyable, Hugo, » dit-il simplement. « J'ai été nerveux à la fin, » admit l'enfant, évitant le contact visuel. « Ce n'était pas dans mes diapos, j'ai improvisé. » « Et c'était la plus belle partie, » assura Philippe. Thomas les rejoignit, débordant d'enthousiasme. « Tu as tout déchiré, Hugo. Tout le monde t'a trouvé génial. Même ces médecins super sérieux étaient impressionnés. » Hugo laissa échapper un petit sourire. « Je crois que je dois aller dans l'espace calme maintenant, » dit-il, sa voix trahissant l'épuisement. « Trop de stimulation sensorielle. »« Bien sûr, mon chéri, » acquiesça immédiatement Nathalie. « Je viens avec toi. »« Je peux. Venir aussi ?» demanda Thomas, impatient de rester près de son ami en ce moment de triomphe. Hugo hésita un instant, puis hocha la tête. « D'accord, mais... »« je sais, l'interrompit Thomas avec un sourire. Silence total, promis. » Tandis que les garçons s'éloignaient accompagnés de Nathalie, Sophie s'approcha de Philippe. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle, reconnaissant l'expression contemplative de son mari. « À l'étrange parcours de la vie, » répondit-il, l'entourant de son bras. « À comment parfois tout doit s'effondrer pour que nous découvrions ce qui compte vraiment. » Sophie hocha la tête, comprenant. « Tu as transformé une tragédie potentielle en quelque chose d'extraordinairement positif, Philippe. Pas seulement pour Thomas et pour nous, mais pour tant d'autres familles. » Philippe secoua la tête. « Ce n'est pas moi, » corrigea-t-il doucement. « C'est cet enfant extraordinaire qui a eu le courage d'entrer dans une chambre d'hôpital et de dire « Oncle, je connais le remède pour ton fils. » 2 ans après l'hospitalisation fatidique de Thomas, la famille Mercier et la famille Dubois se réunirent pour un dîner spécial chez Philippe et Sophie. C'était une célébration intime, marquant non seulement l'anniversaire de la guérison complète de Thomas, mais aussi une réalisation significative de Hugo, sa première publication en tant que co-auteur dans une prestigieuse revue médicale internationale.
L'article, intitulé « Caractéristiques immunologiques distinctives dans les variantes rares du syndrome de Guillain-Barré », une analyse de 15 cas pédiatriques, avait comme auteur principal le docteur Takeshi Suzuki, mais listait Hugo Dubois comme collaborateur clé dans l'identification de modèles spécifiques d'anticorps associés à la condition. La table était dressée dans le jardin sous les étoiles. Hugo, maintenant âgé de 14 ans et nettement plus grand, portait une chemise habillée neuve, cadeau de Philippe spécialement pour l'occasion. Un sourire discret apparaissait chaque fois que quelqu'un mentionnait son nom imprimé dans la revue scientifique. « Un toast à notre jeune scientifique », proposa Philippe, levant son verre. Que ce ne soit que le premier de nombreux articles révolutionnaires. Tous levèrent leur verre, y compris Hugo, qui tenait timidement un verre de jus de raisin, et au docteur Suzuki, qui a cru au potentiel d'un adolescent, ajouta Nathalie, maintenant bien plus à l'aise en société grâce aux 2 années passées avec la famille Mercier. « Il était facile de croire », répondit le médecin japonais avec un sourire bienveillant. Il avait fait spécialement le voyage depuis le Japon pour participer à la célébration. Hugo-kun a un esprit véritablement extraordinaire. Sa capacité à identifier des motifs subtils dans des ensembles de données complexes est quelque chose que j'ai rarement vu, même chez des chercheurs expérimentés. Hugo, toujours mal à l'aise avec les compliments directs, fixa son assiette, mais la légère rougeur sur ses joues trahissait sa fierté. « La science a besoin d'esprits neurodivergents », poursuivit le docteur Suzuki. « Nous avons besoin de personnes qui voient le monde différemment, qui font des connexions que d'autres ne voient pas. L'avenir de la médecine dépend de cette diversité cognitive. » En parlant d'avenir, intervint Thomas, maintenant âgé de 11 ans et plein d'assurance. Devinez quoi? La maîtresse a dit que je pourrais sauter une classe si je continue à avoir de si bonnes notes en sciences. Puis il regarda Hugo avec admiration. Tout ça grâce à nos séances d'études. Les séances d'études avaient commencé comme partie de l'ergothérapie de Thomas, mais étaient devenues des rencontres régulières où Hugo partageait ses vastes connaissances scientifiques avec son jeune ami. À la surprise générale, Thomas avait révélé un talent naturel pour les sciences, inspiré par la passion contagieuse d'Hugo pour le sujet. « C'est merveilleux, mon chéri », sourit Sophie, fière. « Mais rappelle-toi qu'il n'y a pas de précipitation. L'important, c'est que tu comprennes vraiment et que tu aimes ce que tu étudies. »« Oh, j'adore », assura Thomas avec enthousiasme. « Surtout la neuroscience. C'est fascinant de voir comment le cerveau fonctionne, comment il se remet des blessures, comment ces différentes parties communiquent. » Pendant que Thomas poursuivait son explication animée, Philippe échangea un regard significatif avec Sophie. Qui aurait pu imaginer, il y a 2 ans, que leur fils développerait une telle passion pour les sciences, ou qu'une maladie potentiellement dévastatrice finirait par ouvrir les portes d'un monde de découvertes et de possibilités? Après le dîner, tandis que les adultes discutaient sur la terrasse, Thomas emmena Hugo dans sa chambre pour lui montrer le nouveau télescope qu'il avait reçu pour son anniversaire. L'intérêt pour l'astronomie était quelque chose que les 2 garçons partageaient, bien que pour des raisons différentes. Thomas pour le sens de l'aventure et du mystère du cosmos, Hugo pour la précision mathématique des mouvements. « Céleste, ils sont incroyables ensemble, n'est-ce pas ?» commenta Nathalie, observant les garçons s'éloigner. « Si différents et pourtant si connectés, comme des pièces de puzzle qui ne semblent pas aller ensemble au premier abord, mais qui s'emboîtent parfaitement, » approuva Sophie. Philippe sourit, songeant à la transformation de sa vie. Son entreprise continuait à prospérer, mais occupait une part de moins en moins importante de ses pensées. La fondation avait grandi au-delà de toutes les attentes, attirant des chercheurs renommés et établissant des partenariats internationaux. Plus important encore, ils avaient identifié et traité correctement des dizaines de cas de maladies rares, autrefois mal diagnostiquées, sauvant potentiellement de nombreuses vies. Et tout avait commencé avec un garçon autiste, assez courageux pour briser les règles et les protocoles, quand il savait pouvoir aider quelqu'un dans le besoin. Le mois prochain, nous allons étendre le programme de bourse pour inclure 20 enfants supplémentaires, annonça Philippe. Nous avons identifié des talents extraordinaires dans des communautés défavorisées partout en France. C'est un travail magnifique, dit le docteur Suzuki pensivement. Au Japon, nous commençons tout juste à reconnaître la valeur de la neurodiversité. Il y a encore beaucoup de préjugés, beaucoup de pression pour se conformer. Ici aussi, soupira Nathalie.
Sans la fondation et votre soutien, Hugo serait probablement encore victime de harcèlement dans une école ordinaire, sans accès à des thérapies adaptées ou à des opportunités de développer son potentiel. Et Thomas ne serait peut-être pas là, ajouta Philippe doucement. La réalité de cette possibilité lui serrant encore le cœur, même 2 ans plus tard. Un silence réflexif plana sur le groupe, chacun absorbé dans ses propres pensées sur la façon dont leur vie s'était entrelacée, de manière si inattendue et profonde. Le moment fut interrompu par Thomas et Hugo revenant dans le jardin, le premier parlant avec enthousiasme, tandis que le second acquiesçait, ajoutant occasionnellement une correction technique précise. « Papa !» appela Thomas avec excitation. Hugo a eu une idée géniale. On peut monter un observatoire à la Fondation pour que les enfants étudient l'astronomie, et potentiellement identifier de nouveaux objets célestes, ajouta Hugo avec sérieux. Il existe des programmes de sciences citoyennes qui permettent aux amateurs de contribuer à de vraies découvertes. J'ai calculé qu'avec un télescope d'ouverture adaptée et un système d'imagerie numérique haute résolution, nous aurions 72,8% de chances de faire une contribution significative en 2,5 ans. Philippe rit de la précision caractéristique d'Hugo. Ça semble un projet fascinant, approuva-t-il. Nous discuterons des détails à la prochaine réunion de la Fondation. Les yeux des 2 garçons brillèrent d'enthousiasme. Je peux préparer une présentation avec une analyse coût-bénéfice et le potentiel scientifique, demanda Hugo, organisant déjà mentalement les données. Et moi, je peux faire un modèle 3D de l'observatoire, ajouta Thomas. Ce sera un plaisir de voir ces propositions, répondit Philippe sincèrement, tandis que les garçons s'éloignaient. À nouveau, absorbés par leur plan pour l'observatoire, Philippe ressentit une profonde gratitude. La vie lui avait porté un coup terrible, lui ayant presque enlevé son fils, pour ensuite lui offrir un nouveau sens et des personnes extraordinaires qu'il n'aurait jamais connues autrement. « Tu as l'air pensif », observa Sophie, lui serrant doucement le bras. « Juste reconnaissant », répondit-il simplement. « Pour tout, même pour la maladie de Thomas, aussi terrible qu'elle ait été, car elle nous a menés ici. » Sophie hocha la tête, comprenant parfaitement. « Parfois, il faut que notre monde s'écroule, pour que nous puissions le reconstruire plus beau et plus significatif. » Philippe regarda les garçons, maintenant assis dans l'herbe, dessinant avec animation leur plan pour l'observatoire. Thomas, en bonne santé et plein de vie, avait devant lui un avenir brillant qui lui avait presque été volé. Et à ses côtés, tout aussi absorbé dans les plans, se trouvait le garçon extraordinaire qui était entré dans une chambre d'hôpital et avait prononcé les mots qui changeraient tant de vies. « Oncle, je connais le remède pour ton fils. » Fin de l'histoire. Cher auditeur, si ce voyage a touché votre cœur, ne gardez pas cette émotion pour vous. Laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et partagez dans les commentaires. Quel moment a le plus touché votre âme? Connaissez-vous quelqu'un comme Hugo, incompris mais brillant? Votre compagnie dans cette histoire a été un cadeau pour nous. À bientôt!